the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, celles et ceux qui ont l'habitude de regarder, autrefois, parce que c'est vrai qu'elle est un peu en arrêt temporaire, mais j'espère qu'ils vont revenir, mais mes collègues, camarades, amis de chez Curel, mon invité, celles et ceux qui ont abonné à Curel, ils connaissent mon invité, Wafa Germani, et c'est vrai qu'il fallait à un moment ou à un autre qu'elle vienne chez Microciné, c'était obligatoire, et il s'avère qu'il y a une raison maintenant, il y a un livre, le cinéma taïwanais fiction au pluriel d'une nation, je le montre, c'est édité chez nos amis des éditions Mimesis, dans la collection Cinéma en chant contre chant. D'ailleurs, je les remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et donc, Wafa a accepté de venir pour nous parler de ce livre. On va en parler à peu près 0,01% bien évidemment, pendant 40 minutes. Donc après, il va falloir vous le procurer. Et d'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous procurer le livre. Mais avant cela, comment vas-tu ? Bonjour Samir et bonjour tout le monde. Ça va. On est en décalage horaire tous les deux, puisque oui, c'est le matin chez toi, je ne sais pas où tu es. Et il est 10h07. Voilà, il est 10h07 chez moi. Et il est 16h07 chez moi à Taipei. Et donc, c'est un décor très taïwanais, là, ce que je vois. Je suis dans un vrai appartement taïwanais avec du carrelage au mur, les fils apparents, tout est là. C'est un vrai décor de timing là. Ouais. Voilà, et oui, c'est ça. Et bien évidemment, je t'ai jamais demandé de faire ça. Hein. Je ne suis pas dans cette forme d'exotisme un peu bizarre et tout. Non, c'est le réel. On prend le réel et c'est très bien. Eh bien, tiens, on va rester là-dessus parce que c'est un peu ce qui ouvre aussi un peu ton livre. On parle de cinéma taïwanais et très souvent, on le réduit à la fameuse nouvelle vague des années 80. Est-ce que c'est juste de le faire, de le réduire à ça, pour le coup, même si dans ma question, il y a déjà quelque chose de très négatif, ou est-ce que l'idée du livre, la note d'intention du livre vient au fait par rapport à ça, c'est-à-dire non, c'est beaucoup plus complexe que ça, le cinéma taïwanais. Alors effectivement, en Occident, on a découvert on a commencé à voir des films taïwanais, vu que ce mot découverte est un mot un peu compliqué à utiliser et à manier, avec ce qu'on appelait la nouvelle vague du cinéma taïwanais ou le nouveau cinéma taïwanais. Mais moi, effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à voir ces films, que j'ai beaucoup aimés. Mais j'ai toujours voulu en savoir plus, en me disant, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? On dit toujours que c'est une rupture, mais on ne parlait jamais d'avec quoi ça avait rompu. Et je ne trouvais pas de réponse satisfaisante dans les ouvrages qui étaient écrits dans les années 90, début 2000. Et c'est pour ça que j'ai commencé ces recherches-là, pour m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de choses avant qui, à la fois, montraient qu'effectivement, ce nouveau cinéma était une rupture, mais que c'était aussi une certaine continuité avec une tradition, des traditions du cinéma taïwanais. Mais qu'est-ce qui distingue fondamentalement ce cinéma, donc le cinéma taïwanais, des autres cinématographies du monde sinophone ? Déjà, son histoire. C'est un cinéma, le cinéma à Taïwan, arrive à Taïwan au moment de la colonisation japonaise. En plus, il y a une sorte de coïncidence où les Japonais arrivent à Taïwan en 1895, donc vraiment au moment où le cinéma, on va dire, est lancé dans le monde, et que les Japonais vont utiliser le cinéma comme à la fois moyen moderne de communication et montrer via le cinéma qu'ils sont modernes parce qu'ils ont une colonie. Et donc se pose la question, et je pense que c'est une question qui se pose pour tous les cinémas qui sont nés sous un régime de colonialité, c'est-à-dire à partir de quand on peut faire commencer son cinéma, à partir de quand on considère qu'on a un cinéma taïwanais, ou j'en sais rien, je suis franco-marocaine, à partir de quand on considère qu'un cinéma marocain qui commence, ou exactement. C'est vrai que, ou alors en Algérie, tous les pays qui ont connu, ou l'Indochine, tous ces pays qui ont connu un État colonial, comment on y réfléchit, et Taïwan, je trouve que c'est un très bon exemple de cette complexité et de tout ce qu'il y a eu de travail de réappropriation de sa propre cinématographie à travers les décennies. Alors quand je prends le sous-titre de ton livre Fiction au pluriel d'une nation, je me pose la question,
Je fais semblant de me la poser vu que dans le livre tu y réponds, mais je voudrais savoir le cinéma, comment le cinéma, pour le coup, peut réellement participer donc à faire nation dans un pays où l'identité est souvent débattue, comme Taïwan. Alors, effectivement, en choisissant déjà ce titre Fiction d'une nation, c'est que je considère que Taïwan est une nation, ce qui n'est évidemment pas ce qui est considéré par beaucoup à l'international. Hein. Le pays n'est pas représenté à l'ONU, le pays n'est pas représenté. Enfin, voilà, je considère que c'est un pays. Pour beaucoup, politiquement, ce n'est pas un pays. C'est un territoire, c'est une province renégate, enfin bon, bref, tout ce qu'on veut, alors que non, c'est une nation. Donc déjà, j'ai choisi, moi, de considérer Taïwan comme une nation. Et fiction aussi parce que donc Taïwan, le cinéma commence, on va dire, à l'époque coloniale japonaise, mais c'est très compliqué. Ce sont les Japonais qui font des documentaires, il y a du cinéma amateur, il y a très peu de fiction. Et puis après la guerre, les Japonais doivent quitter Taïwan puisqu'ils ont perdu la guerre et abandonné leur colonie. Et le pays est récupéré, en tout cas l'île est récupérée par les nationalistes chinois qui finissent par s'y réfugier une fois qu'ils ont été définitivement chassés par les communistes de Chine. Et donc, Taïwan devient aussi une fiction au sens où les nationalistes chinois vont considérer l'île à la fois comme une partie de la Chine et comme un tout, mais de leur Chine à eux, qui n'est pas la Chine communiste en face. Donc, il y a vraiment cet effet de fiction au sens où c'est une sorte de projection comme ça d'un imaginaire d'un pays qui n'existe pas ou qui n'existe plus d'un côté pour les nationalistes chinois et d'un autre pays avec une autre culture pour les Taïwanais dits de souche. Je sais qu'en français c'est horrible, hein. On va dire les Taïwanais qui ont immigré sur l'île au 19e ou avant et qui, eux, ont une autre langue, une autre culture qui a été influencée par le Japon, par exemple, et qui vont produire un cinéma différent et qui va en fait un peu rentrer en collision avec un cinéma officiel, lui en mandarin. Pardon, c'est assez confus, hein, mais c'est... Non, mais d'ailleurs c'est pour ça que vous écrivez que, je l'ai noté, oui, que Taïwan a toujours été l'autre de quelqu'un. Et donc, c'est intéressant de savoir comment à l'écran, bon là, pour le coup, ça va être très complexe à l'expliquer parce qu'on a malheureusement peu de temps, mais c'est intéressant de se dire comment ça se traduit, le Taïwan qui est toujours l'autre de quelqu'un, comment cette phrase se traduit à l'écran, au final. Alors, ça se traduit par un peu qui tient la caméra. C'est-à-dire que quand les Japonais tiennent la caméra, ils filment souvent, ils aiment bien filmer, eux, les autochtones, c'est-à-dire les peuples qui étaient sur l'île avant même les Han qui sont arrivés plus tard et qui ont leur propre langue, leur propre culture. Et c'est l'autre absolu, c'est la part sauvage, ça plaît aux Japonais. Et ils filment aussi un petit peu les Han, mais moins. Et puis après, quand les Chinois nationalistes arrivent à Taïwan, là aussi, et les autochtones et les Taïwanais qui sont là depuis plus longtemps, hein, deviennent aussi des objets de fascination un peu exotiques. Et les nationalistes se filment ou se représentent contre eux, en tout cas, ou comme modèle avec versus une sorte d'état sauvage que seraient soit les autochtones, soit les Taïwanais qui ont subi la colonisation japonaise. Voilà. Alors, cette colonisation japonaise, est-ce qu'elle a laissé des traces esthétiques, pardon, dans le cinéma taïwanais? Alors, oui, dans les années 60, dans le cinéma en taïwanais ou en taï, donc qui est une langue du sud de la Chine mais spécifique à Taïwan, on trouve beaucoup d'influences. Alors peut-être pas de manière, on va dire, on va pas trouver de traces d'Ozu, quoique il y a un remake de Voyage à Tokyo. Façon comédie. Il n'y a pas qu'à Taïwan, hein. Le remake d'Ozu n'est pas qu'à Taïwan pour le coup. Mais alors peut-être pas de côté aussi visible sur les travelling, sur une certaine esthétique, mais dans les thèmes où il y a beaucoup d'adaptations de romans japonais, par exemple. Il y a beaucoup de films qui se passent à l'époque coloniale japonaise, donc qui sont filmés dans des maisons japonaises, des manières de s'exprimer ou des films qui se passent pendant la guerre. Donc oui, le Japon a gardé malgré tout une influence à Taïwan, même contre le gouvernement nationaliste chinois qui voulait déjaponiser Taïwan, mais c'est resté. Et dans les chansons, il y a beaucoup de chansons dans les films en taïwanais, et ces chansons sont des adaptations en taïwanais de mélodies japonaises. Donc
voilà, il y a quand même une sorte de lien qui reste là, et de films japonais qui sortaient, enfin qui étaient interdits et autorisés de manière régulière et irrégulière, et, et donc qui ont influencé aussi le cinéma. Mais est-ce que on remarque très vite certaines idéologies qui ornent le cinéma taïwanais et comment finalement ces idéologies s'affrontent dans ce champ cinématographique? Oui, en fait, c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression d'avoir deux mondes différents, c'est-à-dire enfin, après-guerre. C'est-à-dire d'un côté, le cinéma fait plutôt par les studios nationaux en mandarin, qui donc, eux, présentent leur image avec une idée d'une nouvelle République de Chine qui se modernise sous les yeux. Donc il y a un genre cinématographique qui s'appelle le réalisme sain, qui apparaît dans les années 60 et qui montre un pays comme ça, qui va de l'avant avec le gouvernement. Alors qu'avant, il y avait des films très, très ouvertement propagandistes. La propagande devient beaucoup plus soft. C'est le professeur, le médecin, le scientifique, et qui apprend, qui enseigne à la population locale comment élever des cochons, non pas des cochons, des canards plus gras. Et puis de l'autre, on a ce cinéma en langue taïwanaise qui existait aussi dans une autre langue chinoise qui s'appelle le Hakka, qui est la langue que parlent à l'origine Tsai Ming-liang et Hou Xiaoxian d'ailleurs, une autre langue du Sud. Et bon, ça, ce cinéma-là, on a moins de traces, mais il a existé. Et le cinéma donc, en langue taïwanaise, c'est une sorte de contrepoint au sens où, alors déjà, c'est des films faits avec beaucoup moins d'argent, donc souvent en noir et blanc, et qui ne regardent pas du tout la modernisation de l'île de la même manière. Que ce soit dans des comédies ou des mélodrames, c'est toujours un regard beaucoup plus critique, beaucoup plus sombre, avec des gens qui... C'est des success stories quand ça marche de manière complètement fortuite, on va dire, parce qu'ils ont des coups de chance et pas par le mérite. Alors dans les films en mandarin, c'est grâce au mérite. On est reconnu par son patron, tout ça, on finit par épouser la fille du patron. C'est génial. Mais dans les autres, c'est plutôt j'ai gagné à la loterie, quoi. Voilà, donc on a un peu de réalités qui s'affrontent. Et en plus, avec le cinéma en langue taïwanaise, c'est un cinéma qui est très fauché et donc qui est tourné aussi dans la rue. Et donc, on a une réalité qui saute aux yeux, qu'on ne voit pas forcément dans les films officiels qui sont plutôt tournés en studio un peu ripollinés, quoi. Voilà. Donc, on a ces deux visions qui s'affrontent, mais en même temps, qui se rencontrent pas tant que ça. C'est-à-dire que les gens du cinéma, eux, travaillent ensemble, les acteurs s'échangent, les réalisateurs passent de l'un à l'autre, mais les spectateurs, eux, restent un peu chacun dans leur coin. Et ce cinéma-là, des années 60, très marginalisé, enfin, pourquoi ce cinéma-là, pas celui des studios, pourquoi ce cinéma-là fauché a été, pour le coup, assez marginalisé? Là, alors c'est plusieurs choses. D'un côté, le cinéma des studios, donc c'est un cinéma d'État, donc l'État a gardé les copies, avait assez de budget pour garder ces films. En plus, ils ont copié le système hollywoodien, donc il y avait une sorte d'intégration verticale de la production jusqu'à la distribution des films, tandis que le cinéma en langue taïwanaise, c'était plutôt, on va dire, un cinéma d'opportunité, c'était un cinéma commercial, donc c'était des plus petites maisons de production, parfois c'était juste un film, c'était vraiment de l'investissement pour un retour rapide, et le gouvernement n'avait aucun intérêt à ce que ces films soient gardés, c'est-à-dire que les gens faisaient les films, gagnaient de l'argent, et après, on s'en fiche un peu. Donc, soit les films étaient détruits, soit découpés. Enfin, voilà, il n'y avait pas de volonté. Il y avait très peu, à part certains studios un peu plus importants, très peu la volonté de garder ces films-là. Et ce, jusqu'au début des années 90. Où, là, quand il y a eu vraiment une création d'une archive du cinéma, le premier directeur a tout fait pour sauver ces films. Il les a recherchés, il continue, alors il n'est plus directeur du tout, mais il continue à les rechercher coûte que coûte, parce que donc ces films en langue taïwanaise, c'est une production qui a duré une vingtaine d'années avant d'être interdite, et donc il y a eu à peu près 1000 films, un peu plus de 1000 films qui ont été produits, et à présent on en a retrouvé à peu près 200. Bon, on en retrouve quand même régulièrement, donc ça c'est le côté assez chouette. Et oui, mais j'imagine très bien, alors que vous dites 20 ans, c'est-à-dire donc entre les années 60 et les années... 55, 75 à peu près, ouais. Et l'interdiction viendrait de... Pour quelle raison il y a interdiction?
il y a eu plusieurs facteurs. Un des facteurs qu'on met le plus souvent en avant, c'est qu'à partir des années 70, il y a une nouvelle politique linguistique qui fait qu'il est totalement interdit de parler une autre langue que le mandarin dans les lieux publics. Voilà. Donc, au cinéma aussi. Pareil, dans les écoles, les enfants se faisaient punir si on les entendait parler leur propre langue, autre que le mandarin. Et de l'autre, il y a eu aussi des politiques de taxes sur les copies couleurs, les copies noir et blanc. Il y avait tout un système très compliqué où une maison de production était plus taxée à Taïwan qu'une maison de production hongkongaise. Donc, il y avait tout un système où il fallait ouvrir une maison de production à Hong Kong, mais faire des films à Taïwan. Enfin, bon, voilà. Donc, bref, ce cinéma a fini par être complètement détruit. Et surtout, le gouvernement n'encourageait pas du tout sa production. Au début, oui, un petit peu, parce que c'était un moyen de communiquer. Il y a eu des films de propagande en taïwanais. Mais après, très vite, quand c'est devenu quelque chose de plutôt commercial et en plus un peu critique, ils étaient moins enclins à encourager cette production. Mais cette production-là sur des cinéastes comme connus, comme Moussa Ossian, Edouard Yang, Sammy Yang, il y a eu des répercussions. Alors, c'est une vraie question. Je leur ai posé. Alors, pas Edouard Yang qui était déjà mort. Ouais, malheureusement. Avant que je puisse l'interviewer, mais Roxia Ossian, je lui ai demandé, il a grandi à la campagne et il m'a dit que non, lui, il voyait les films japonais, mais il ne voyait pas les films en taïwanais. Alors, ça m'étonne un peu. Je me dis, ils ont peut-être vu et oublié. J'en ai parlé à d'autres réalisateurs de la même génération, comme Wan Jeune, qui m'a dit, oui, moi, je les ai vus quand j'étais petit. Genre, à l'école primaire, voilà, ils se faufilaient pour aller voir les films. Et alors, Tsai Ming-liang, c'est un peu différent, parce qu'il a grandi en Malaisie. C'est possible qu'il en ait eu, mais il a grandi plutôt dans une famille Hakka, donc c'était pas la même langue. Et donc, je pense que lui, il a plutôt vu les films de la Shaw Brothers ou des films en mandarin. Mais c'est assez. Il y a quelque chose d'assez. Les Taïwanais adorent le karaoké. Et je pense qu'il y a un truc de la mémoire qui est plus du côté sonore dans les chansons que visuel. Je pense que toi et moi, on a grandi entourés d'affiches de cinéma dans la rue, dans les cafés, voilà. Et à Taïwan, pas du tout. En revanche, dans le cinéma en taïwanais, il y avait toujours des chansons. Et ces chansons sont restées. Et les gens connaissent les chansons, mais ne savent pas forcément que ça vient, que c'est aussi lié à des films. Donc, c'est une mémoire un peu différente. Oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Voilà, c'est assez drôle. Moi, je parle de certaines chansons et les gens disent « Ah, ben oui, cette chanson », je dis « Mais là, ça vient d'un film, en fait. » C'est dans tel film. Et il y a un décalage comme ça, où c'est comme si c'était une mémoire différente qui s'enclenchait. Mais c'est incroyable parce que c'est ce que je voulais te dire aussi sur certains aspects que tu questionnes, développes dans ton livre. Pardonne-moi cette parenthèse cette digression un peu subjective, mais ça me rappelle aussi, à un degré moindre, qu'il y a des similitudes dans d'autres pays, tels que certains pays d'Afrique, voire d'Afrique du Nord. Et par exemple, en l'occurrence, en Algérie, il y a un film hindou qui a cartonné dans les années 70. Et il y a dans ce film, un moment, une chanson où c'est un petit garçon qui est handicapé, qui chante. Et en fait, aujourd'hui, on l'appelle Janitou. Mais le film ne s'appelle pas du tout Janitou. D'ailleurs, quelqu'un a fait un documentaire sur ça, c'est fascinant. Mais c'est incroyable le rapport le rapport au son, ce que ça peut véhiculer, ce que ça peut dire d'une société. Je trouve ça particulier. C'est une trace, quoi. C'est quand même une trace. Et oui, parce que quand on voit en Afrique du Nord la popularité du cinéma de Bollywood, Ouais. ça passe beaucoup par les chansons, je pense. D'abord les films, bien sûr, mais les chansons Oui. surtout qui restent, qui sont. Et en fait, je trouve ça assez intéressant, cette différence que l'on a de mémoire. Je pense ça qui a été plus visuelle et beaucoup moins sonore en fait, et que j'ai dû un peu changer ma manière d'approcher les films et la mémoire des films en tout cas. Et l'île, la représentation de l'île, son territoire, enfin ce qu'elle représente, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de résistance aussi, cette représentation de l'île dans ce cinéma?
Alors, oui, c'est-à-dire, c'est assez étrange au sens où il y a plusieurs représentations de l'île. C'est-à-dire à l'époque coloniale, alors c'est pas du tout une résistance à ce moment-là, mais on voit que l'île est très représentée dans les documentaires comme avec des lignes de train, etc., pour montrer une sorte de maîtrise du territoire, parce que c'est une île qui est couverte à 70% de montagnes. Et puis après, c'est comme si l'île s'effaçait dans les années 60. L'île s'efface, enfin, on voit les montagnes, on voit les routes, mais on voit assez peu la mer. Alors, il faut savoir qu'il y avait des morceaux, des pans entiers de plage qui étaient interdits, qui étaient des zones militaires, donc de toute façon, on ne pouvait pas s'approcher. Hein. On pouvait être exécuté si on s'approchait trop près. Et donc, effectivement, il y avait ça à la fois une île, mais une île qu'on ne quitte pas. Une île coincée. Et puis après, surtout dans les années plutôt à partir de... Alors, je sais que je pense à un film peut-être il y a avant, mais en 2006, il y avait ce film qui s'appelait Island d'études, qui suit un jeune homme qui fait le tour de l'île en vélo, et donc on voit que la mer quasiment, et qui a une sorte de mise en avant effectivement de l'insularité, ou le grand succès qui s'appelle Cap numéro 7 aussi, en 2008, de Wei Desheng, aussi met en avant cette insularité, cette particularité insulaire par rapport à un voisin continental en face. Et oui, il y a ce côté un peu de ramasser et divers en même temps, quoi, où on, à la fois on montre un territoire limité, mais avec une énorme diversité dessus, contre une sorte d'anticinité monolithique qui pourrait être présentée par ailleurs. Quand il y a la fameuse nouvelle vague dans les années 80 qui arrive, qu'est-ce qu'elle remet en cause? Qu'est-ce qu'elle change? Ou peut-être pas suffisamment? Avec le recul, qu'est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce que c'est vraiment une date importante après que tu aies travaillé globalement sur le cinéma taïwanais? Eh ben oui, je dois bien avouer. En fait, ce qu'on a appelé la nouvelle vague, elle vient vraiment après une décennie. En fait, il y a une mémoire. Moi, je trouve qu'il y a une mémoire. J'en parlais avec mes élèves, hein, ils ont un peu changé. Avant, les Taïwanais, quand ils me disaient 5 ans, ça fait un vieux film. Alors moi, je dis, ben non, 5 ans, c'est hier. Donc, il y avait une sorte de mémoire un peu comme ça, un peu différent je pense que de la mémoire cinématographique qu'on peut avoir en France. Et ce qu'on appelait la nouvelle vague, ça a vraiment commencé après une décennie où donc le cinéma en langue taïwanaise a été banni. Donc tout à coup, le cinéma était dans une seule langue, donc ce qui ne représentait évidemment pas du tout la réalité. En plus, c'était un cinéma qui était doublé. Les acteurs étaient doublés pour parler une sorte de mandarin standard que personne ne parle en fait comme ça. Personne n'a un mandarin. Il y a beaucoup d'accents différents, et même le mandarin standard taïwanais ne ressemble pas au mandarin des films. Et puis, il y a une sorte de standardisation des genres, étant donné qu'il y a une crise à l'international, il y a eu beaucoup de films de propagande et de guerre. C'était la grande époque des films d'arts martiaux, et puis aussi des films sentimentaux, une sorte qui se projetait comme ça aussi, une sorte de république de Chine moderne, où à la fois on entretient son confucianisme en essayant quand même de voilà. Et donc, quand le nouveau cinéma apparaît, c'est-à-dire en faisant ressurgir des langues qu'on n'entendait plus, en tournant dans la rue avec des gens simples et non pas la classe bourgeoise, oui, ça crée une rupture totale. Ça crée une rupture totale, et puis ça renvoie les gens, la plupart des spectateurs, à leur propre expérience de grandir dans un pays qui était en voie de développement et qui s'enrichit. Mais en même temps, en faisant ça, en retournant dans la rue, en retournant aux langues qu'on ne parlait plus, il y a un lien malgré tout qui se crée avec ce cinéma en langue taïwanaise, qui lui aussi est en porte-à-faux par rapport à un cinéma officiel, qui lui aussi était tourné dans la rue et qui lui aussi s'intéressait aux petites gens. Donc c'est très différent stylistiquement, mais il y a une sorte de filiation comme ça, d'entrée en résistance et de s'ancrer dans le réel. En un sens, même parce que le cinéma des années 60 était quand même très... et pas un cinéma réaliste. Mais malgré tout, c'est comme s'il il opérait des espèces de plongées dans le réel malgré lui, parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'il fallait tourner dans la rue, quoi. C'est ce côté très, très ambivalent dans les années 60. Alors, est-ce qu'on peut dire que la production, et on va y revenir un peu plus, la production indépendante aujourd'hui, est-ce que ça serait une espèce de contre-mémoire par rapport à tout ce que tu dis?
La production indépendante de nos jours ou là dans les années Oui, 80? oui, par rapport, oui, exactement. Alors de nos jours, Est-ce que ça serait une continuité des années 80 pour le coup? alors le cinéma de nos jours, c'est compliqué. Comme le monde aujourd'hui, je pense, à l'image du monde. En fait, jusqu'en 2008, il y a eu un cinéma véritablement indépendant. Le cinéma était en crise. Et donc, les réalisateurs, donc il n'y avait pas d'argent à se faire. Donc, les gens qui faisaient des films, la plupart du temps, c'était vraiment des gens des passionnés et qui, avec 3 francs 6 sous d'aide du gouvernement, faisaient leurs films. Donc, étaient assez plutôt indépendants. Et puis, en 2008, il y a eu ce film qui était un petit film commercial à la base et qui a été un immense succès, donc Cap numéro 7, qui a rebattu toutes les cartes, à la fois de la production, puis aussi dans ce qu'il disait, où tout à coup, il annulait le lien qu'on trouve entre Taïwan et la Chine, qu'on trouve dans beaucoup de films, pour dire non, c'est le lien entre le Japon et Taïwan qui est important. Enfin bref, il a remué beaucoup de choses. Et il a réintroduit de l'intérêt des financeurs pour le cinéma. Ce qui fait que on a eu de nouveau un cinéma commercial et tout ce cinéma un peu personnel s'est un peu perdu. Donc on trouve encore quelques réalisateurs, réalisatrices indépendants et indépendantes qui tentent d'offrir un discours un peu différent, mais il y a quand même un cinéma de genre qui domine, alors que ce soit le cinéma d'horreur et de fantômes qui est très populaire, qui est celui qui circule dans les festivals. Il y a eu comment il s'appelle ce Dead Talent Society qui a eu pas mal de prix récemment. Et en effet, le cinéma plus indépendant, on peut penser à Singing Chun ou à John Youtier, oui, tente de s'affirmer aussi et tente d'affirmer une certaine taïwanité, alors que d'autres cinémas plus commerciaux essaient de faire des films beaucoup plus neutres, où on ne sait pas trop où ça se passe, on ne va pas mentionner que c'est Taïwan, pour peut-être être distribué en Chine pour éviter ça. Donc effectivement, on a toujours maintenant une sorte de diversité entre d'un côté du cinéma plus commercial, qui devient ultra violent, par exemple, ils voudraient vraiment faire comme les Coréens, mais je pense qu'ils s'en donnent pas ils vont pas jusqu'au bout de la démarche de faire à la fois du cinéma commercial et qui peut être politique, comme en Corée. On fera du cinéma commercial, mais surtout pas politique parce qu'ils veulent le vendre ailleurs, ou un cinéma indépendant, plus politique, mais du coup qui se vend beaucoup moins bien ailleurs. Restons sur l'internationalisation et la circulation. Est-ce que les plateformes comme Netflix, est-ce qu'elles ont changé la donne, enfin, pour les réalisateurs taïwanais? Alors oui, c'est assez passionnant, je trouve, l'exemple de Netflix, parce que c'est un accès à un autre cinéma taïwanais. Souvent plus commercial, pas du tout à réessai. Et j'ai enseigné le cinéma taïwanais à des élèves à Paris. Et donc, là où ils pouvaient trouver les films, c'était sur Netflix, ce qui fait que quand je leur demandais de faire une étude de cas, ils ne me choisissaient pas du tout, très très peu de Tsai Ming-liang, Ho Xiaoxian et Edouard Niang, aucun intérêt pour eux, ils allaient choisir ces films-là. Mais ce que je trouvais génial, c'est que du coup, parce que j'avais aussi des exemples où, avant qu'il y ait les plateformes, les étudiants parfois allaient repiquer sur Internet ce qu'ils trouvaient sur Ho Xiaoxian, Tsai Ming-liang, etc., et que ce n'était pas du coup pas des recherches originales, et que c'était parfois n'importe quoi. Là, leurs analyses de ces films plus commerciaux, parce qu'il y a beaucoup de films LGBTQ+, et ça je me suis aperçue que pour les élèves, ils adoraient, ils ont commencé à faire des recherches sur Taïwan, s'apercevoir qu'il y avait le mariage pour tous, enfin ça les a un peu, ils étaient complètement exaltés, et ils m'ont fait, sur certains films que moi je trouvais un peu tartes, ils m'ont fait des analyses absolument géniales, et vraiment très bonnes, et originales, parce qu'il n'y avait rien dessus sur Internet. Et donc, c'est un autre accès, c'est une autre cinématographie, c'est plus du cinéma à réessai, mais en fait, je trouve cette porte d'entrée aussi assez intéressante. Ce sera pas forcément mes goûts, mais c'est une autre manière de voir le cinéma taïwanais. Et pourquoi pas.
Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. Et puis je pense qu'on n'a pas, enfin, je pense que tu n'avais pas trop le choix non plus. Donc il y avait un peu de ça, et puis voilà. Mais tiens, bon, je pose la question, vu que je ne suis absolument pas contemporain de Xiaoxian, mais en tout cas, je suis contemporain des années 90, où on a vu ce cinéma arriver, qui était passionnant, et qui nous a en tout cas, enfin moi, qui m'a beaucoup construit. Mais pourquoi ou Xiaoxian, Edouard Yang, Tsai Ming-liang, ça ne leur parle pas beaucoup? Ça ne leur parlait pas beaucoup à tes élèves? Euh, Ça allait, mais je crois qu'ils trouvaient ça très lent, très. Ah oui, Alors, 5 millions, ça dépend, parce que ça, j'ai présenté le travail, comment dire, les premiers films de 5 millions, je les ai présentés parce que le nouveau cinéma taïwanais a été au programme pour entrer à l'école normale supérieure. Et donc, donc j'ai présenté à des étudiants le travail de Tsai Ming-liang. Ils n'en avaient jamais entendu parler. C'était vraiment la première fois qu'ils entendaient parler. Et alors, à la fin, ils étaient complètement. Ils avaient adoré. Ils avaient très envie d'en voir. Ils se sont dit, ça a l'air génial. Donc, je dis, effectivement, les premiers films sont très, très bien. Donc, je pense que ça dépend. Alors, soit c'était aussi. Enfin, il faut voir. Je vais faire ma vieille, mais. Il y a une différence de génération de rapport au film, c'est-à-dire que je sais que moi, mes étudiants, s'ils n'ont pas le film en ligne, ils n'iront pas le chercher. Et quand je d'accord. fais la pièce, je leur dire, à mon époque, nos profs ne nous donnaient pas les films, il fallait qu'on se débrouille. Bon, ça ne marche plus maintenant, donc voilà. Mais de l'autre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe à Taïwan, en renverse, enfin, à l'inverse, c'est que pendant pas mal d'années, le nouveau cinéma, Rochaotian, Edouard Yang, Tsai Ming-liang, alors Tsai Ming-liang, il est un peu à part, était un peu laissé de côté. Et là, je vois que dans la nouvelle génération, il y a une envie de redécouverte qui est assez importante. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a eu une exposition consacrée à Édouard Yang, une immense exposition, absolument magnifique, au Musée des Beaux-Arts de Taipei. Et c'était plein. Et ça a relancé, il y a en parallèle, il y a une rétrospective consacrée à Édouard Yang, et ça a été un énorme succès. Et puis, là, pour le 31 décembre 2024, il y a eu une projection de Vive l'amour dans le parc de Da'an, où se passe la fin de Vive l'amour. Donc, on voyait le film là où se passe la fin du film, c'était génial. Et ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant de monde, il y avait 3000 personnes. Et beaucoup de gens très très jeunes. Donc moi j'ai interviewé les petits, moi j'étais parmi les plus vieilles quoi. Et c'était beaucoup de gens de jeunes qui n'avaient jamais vu de film de Tsai Ming-liang. Et qui avaient vu en revanche l'exposition Édouard Yang, qui avaient adoré, et qui avaient une sorte d'envie de repartir de redécouvrir les années 80 et 90. Et la foule était en délire. C'était incroyable de voir ce film parce que je ne sais pas comment toi tu l'as vu. Vive l'amour, moi c'est un film qui fait beaucoup rire, mais je trouve qu'en France on le regarde avec beaucoup de sérieux. On pourrait avoir, je pense c'est un sujet sur lequel on pourrait faire une belle émission, à mon avis. Il y a eu un moment, effectivement, où je regardais ça sérieusement, et puis je suis passé par d'autres continents où maintenant je prends ça avec beaucoup plus de légèreté. Et le rapport au spectateur est très intéressant dans plein de pays, enfin, dans certains pays. Voilà. Voilà. Et là, les jeunes, ils étaient, oui, ils réagissaient de manière super forte. Oui, c'est organique. Ouais. Et Tsai Ming-liang était là pour la projection avec l'actrice. Enfin, il était très ému parce que, il y avait quelque chose d'un peu fou. Je crois qu'il n'avait jamais vu des spectateurs aussi enthousiastes et aussi jeunes pour son film. Et c'était, voilà, c'était, j'ai l'impression de voir aussi un changement dans la cinéphilie ici. Tout comme ça change en Europe, ça change aussi ici après une sorte de pas mal de temps où les gens regardaient plus ces films-là. Il y a une sorte de retour à ces films-là. Alors, tu as évoqué un moment les films LGBT. C'est intéressant parce que ça, en tout cas, c'est plusieurs aspects qui, à mon avis, c'est pas à mon avis parce que c'est dans le livre, mais je voulais savoir par rapport aux recherches que tu as effectuées, est-ce que tu y as vu une espèce d'évolution comme ça dans la représentation des genres, des sexualités, des migrations aussi? Tu en parles beaucoup. Est-ce que tu as vu ça? Oui. Alors, en fait, en creusant, on s'aperçoit que la question LGBT, elle remonte à dès les années 70 pour certains films qui sont assez au début des années 80, pour alors certains films qui sont soit très beaux comme The End of the Track de Mo Tun-fei, soit plus problématiques comme les films de Lee Mimi, Girls' School.
Et en fait, il y a effectivement, alors il y a un peu de deux directions, c'est-à-dire que les films lesbiens il y en a beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus, on va dire tarte, hein, il faut bien le dire. Ils ne sont pas très crédibles, alors que les films gays se sont vraiment développés. Donc il y a eu Tsai Ming-liang, il y a aussi évidemment Ang Lee, qui a beaucoup œuvré à une sorte de mainstreamisation. En fait, il y a une sorte de quelque chose d'assez mainstream qu'on trouve. C'est des films, oui, ce sont des films mainstream. Et je pense que ça a été presque plus Ang Lee qui a un peu lancé ce genre de... Et beaucoup de ces films sont des films de lycéens, des films de jeunes. Alors, ce qui permet, parce que les films de lycéens, de toute façon, hétéros ou homo ici, sont d'une pudeur délirante. On ne se touche pas, on ne s'embrasse pas. Voilà, on va juste à la plage où on crie ensemble le nom de l'un et de l'autre. Mais ils ont quand même... mais ils existent, donc c'est assez intéressant pour ça. Après, bon, je dis, ils ne sont pas tous aussi pudiques, hein, ça dépend. Mais je pense que ça a vraiment... je pense que ces films ont travaillé aussi à faire évoluer parce qu'ils sont mainstream, a aussi travaillé à faire évoluer la société taïwanaise vers une acceptation aussi du mariage pour tous avant beaucoup d'autres pays. Et c'est assez... et c'est plutôt important, et c'est devenu aussi, je l'ai vu donc avec mes étudiants français, presque une porte d'entrée pour ce cinéma. Une sorte de manière de... Ouais, plus mainstream que même en France ou ailleurs, ou voilà, enfin, en tout cas de manière un peu différente. La plupart des cinéastes aujourd'hui, comme le monde évolue, la mondialisation, etc., les flux de migration, enfin voilà, ça crée pas mal de choses au niveau de beaucoup de pays. Les cinéastes taïwanais d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont issus de plusieurs minorités ou à Taïwan, de classes populaires, est-ce que il y a un tout, une espèce de cartographie comme ça? C'est ce dont on s'aperçoit. Alors, par exemple, des réalisateurs et réalisatrices autochtones, il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Il y en avait plus en documentaire, par exemple. Maintenant, ça commence un tout petit peu en fiction. Il y a eu pendant très longtemps quasiment qu'une réalisatrice. Et puis là, ça change un peu. Et donc, pour offrir un regard un peu différencié, avec aussi des acteurs autochtones qui alors, du coup, peuvent jouer dans des films autochtones, mais qui sont aussi pas seulement cantonnés au rôle d'autochtones, parfois. Point de vue origine sociale, c'est un peu dur à dire parce que le cinéma, c'est quand même pas une carrière qui est encouragée par les parents. Donc souvent, c'est plutôt des gens qui ont peut-être un certain background. Mais quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus, comme Tsai Ming-liang avant, dans les années 80, quand il est arrivé à Taïwan, on a de plus en plus de réalisateurs et de réalisatrices qui viennent d'ailleurs. De Singapour, de Malaisie, de Birmanie, enfin du Myanmar, ou alors il y a une jeune réalisatrice, elle fait moins de films, qui était taïwano-philippine, qui était aussi une minorité pas très représentée. Et ces jeunes réalisateurs et réalisatrices-là, qui viennent d'autres pays, qui viennent faire leurs études à Taïwan, qui souvent y restent, ils sont aussi beaucoup plus connectés dans le réseau de coproduction. Puisque maintenant, Taïwan, on voit qu'il y a un changement et qu'il y a une véritable, en tout cas pour certains et certaines, une compréhension que s'ils veulent être montrés ailleurs, s'ils veulent participer à des festivals, il vaut mieux passer par des coproductions. Et d'ailleurs, même Taïwan est même devenu un pays coproducteur de beaucoup de films. Récemment, ce film franco-algérien, La Dernière Reine, a été aussi coproduit par Taïwan. Exactement. Tu en parles à la fin, dans la conclusion, c'est vrai. Exactement. Voilà, donc il y a ou des films philippins, des films de Malaisie. Enfin voilà, il y a aussi le fait que Taïwan s'internationalise. C'est plus seulement la France qui vient à l'aide de Taïwan et pour aider à produire ses réalisateurs. C'est aussi Taïwan qui aide un peu aussi d'autres cinématographies dans le monde.
Alors, malheureusement, on n'a pas pu dire tout, mais on a quand même dit des choses. Surtout toi. Moi, j'ai pas dit. Enfin, je pose des questions, mais en tout cas, je rappelle, le cinéma taïwanais, fiction au pluriel d'une nation, c'est publié chez les éditions Mimesis dans la collection Cinéma en chant contre chant. Et moi, j'ai quand même deux dernières questions. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être taïwanais au cinéma? Et la dernière question, ce serait qui a le droit de donner cette image-là? Être taïwanais au cinéma. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Ce qui fait vraiment et c'est ce que j'ai un peu voulu montrer dans le livre, c'est-à-dire en montrant toutes les confrontations, c'est-à-dire que aussi bien le cinéma de propagande que le cinéma pas de propagande, les cinémas autres, font partie d'un être taïwanais. Les Chinois qui sont arrivés à Taïwan après 49, qui sont là depuis 49, pour la plupart, c'est très compliqué, mais la plupart, en tout cas la nouvelle génération, ils se sentent taïwanais. Donc, pour moi, c'est forcément dans cette multiplicité culturelle que, en fait, il y a aussi beaucoup de Taïwanais qui ont des origines autochtones. Enfin, voilà, il y a et ces réalisateurs qui viennent aussi de Singapour, de Malaisie, qui tournent à Taïwan. Je repense à ce réalisateur Zhang Weiliang qui a tourné Mongrel, qui a eu, si je ne me trompe pas, le prix Philippe Reski à Cannes l'année dernière, qui a tourné une histoire sur les migrants illégaux à Taïwan. Donc, il y a une sorte comme ça d'intégration de plus en plus des différentes personnes qui ont grandi ici ou qui n'ont pas grandi ici à la taïwanité. Il y a un des présidents taïwanais, Lee Teng-hui, qui était du parti nationaliste chinois, mais qui en fait était un transfuge, qui était pro-indépendance. En gros, je crois que c'est lui qui disait si on aime Taïwan, on est taïwanais. Enfin voilà, il y a ce côté un peu comme ça où il y a une sorte de force intégrative dans le cinéma. Et on a des images très très différentes avec lesquelles on est d'accord ou pas, mais qui font le Taïwan, quoi. Et la dernière question, du coup, j'ai oublié. Ce serait qui en aurait le droit? Mais je crois que tu y as un peu répondu là. Oui, je crois qu'il n'y a pas de. C'est un peu tout le monde, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, par exemple, français, qui vivent à Taïwan et qui font des films à Taïwan, ou par exemple Mathieu Laclos, qui est français, mais qui a été le monteur de Tia Zhangke, qui est toujours le monteur de Tia Zhangke. Il est à Taïwan et il monte beaucoup de films, et sa fille est taïwanaise. Enfin, voilà, il y a ce côté aussi un peu de Taïwan agrège différentes personnes qui se reconnaissent sur ce pays, enfin, dans ce pays, en tout cas. Voilà, je ne sais pas si d'autres pays font cet effet, mais voilà, Taïwan fait un peu cet effet. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre de Wafa Garmani, Le cinéma taïwanais, fiction plurielle d'une nation. C'est les éditions Mimesis. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations. Un grand merci, Wafa, pour ta patience, parce que l'émission devait se faire depuis un certain temps. Mais tu es là et j'étais vraiment très content. C'était un plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.